Bonjour à tous, bonsoir à tous. On est le 14 novembre 2021. Je fais ce Twitch pour parler faire des interviews d'artistes français vivants. La semaine dernière, c'était Philippe Cognier. La semaine prochaine, ça sera Eric Korn. Et cette semaine, on a la chance d'avoir Laurent Prou. Bonjour Laurent. Bonjour. Et donc, si vous avez des questions pour Laurent, pour les gens qui sont sur Twitch, il suffit de s'inscrire, c'est gratuit, et vous pouvez poser des questions et on lui posera à la fin de l'émission. Et ensuite, vous pouvez retrouver l'émission qu'on a faite aujourd'hui d'1 heure sur la chaîne Les Apparences sur YouTube. Vous tapez Les Apparences et vous tombez sur notre chaîne. Il y a déjà 20 heures d'interview. Là, c'est les 21e heures. Et n'hésitez pas à la partager si vous l'aimez bien ou pas. Voilà, je ne sais pas faire ça, mais c'est sympa de partager parce que d'un coup, ça fait vivre un peu nos interviews. Je tiens à remercier Radio Oxygène, qui est la radio du Vercors, qui nous accueille pour faire ce Twitch, parce que sinon, j'ai pas Internet là où je suis. Enfin, j'ai de la 4G et voilà, ça ne suffit pas. Et donc, je remercie Agathion de la radio du Vercors qui m'a permis de venir ici, mais également Agathion de la Villa Glovette, qui est la responsable de la résidence dans laquelle je suis. Et d'ailleurs, Agathion, elle est juste là. Voilà, hop, on la voit. Et voilà. Et on va commencer tout de suite, Laurent, avec notre premier tableau. Donc, je t'ai demandé de me présenter 5 tableaux qui représentaient ton travail. Et on va commencer avec une peinture qui date de 2008, Poste de travail et graffiti. Donc, c'est un tableau qui ressemble beaucoup à tes premières œuvres qui étaient autour du monde du travail, de l'usine et tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors oui, merci Thomas pour ton invitation. Je vais d'abord me présenter. Ouais, moi, donc, je m'appelle Laurent Prou, je suis peintre. Pour un peu revenir sur mon parcours, moi je suis diplômé des Beaux-Arts de Lyon et j'ai fait un post-diplôme à Hambourg, en Allemagne. C'est peut-être important de le dire parce que ce tableau-là, il a été fait dans ce contexte-là pendant que j'étais à Hambourg. Et donc, j'ai choisi de commencer par celui-là parce que c'est le premier tableau, on pourrait dire, que j'ai exposé quoi, après le diplôme et tout ça. Oui, c'est un tableau un peu particulier et un peu, comment dirais-je, un peu qui est un peu initiateur de pas mal de choses, enfin qui est un peu programmatique. Donc, il s'appelle poste de travail et graffiti. Et en fait, il représente un poste de travail dans une usine de sous-traitants automobiles. En fait, l'usine où travaillait ma famille, quoi. Et en fait, il est composé en diptyque, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un poste de travail avec des boisages de protection. C'est une peinture d'après-photo, on pourrait dire réaliste, quoi, pour employer l'expression, le terme en fait de Courbet, on y reviendra plus tard. Et donc d'un côté, il y a le monde de la machine, inerte, avec les grillages, on voit un morceau on voit une radio, on voit voilà, tout un tas d'éléments. Et de l'autre côté, il y a une planche qui est couverte de graffitis qu'on distingue un peu, plus ou moins, selon la qualité du visuel. Et donc voilà. Donc ça se présente comme ça, comme deux choses et comme aussi deux types de représentation, une représentation en perspective et une chose qui est plane, qui est une surface sur laquelle il y a différents dessins. Le tableau, il est assez grand, il fait 2,20 m par 2,10 m. D'ailleurs, je me suis trompé en donnant Ah les merde. références, 2,20 m en hauteur. Ah, c'est moi, Et pardon. non, non, ça doit être Non, moi. c'est moi, c'est moi. Oh, oh. On dirait que c'est Et, moi. et en fait, c'est important parce que c'est à peu près l'échelle d'un corps debout. Alors moi, je fais 1,70 m, je ne fais pas 2,20 m, mais c'est à peu Hmm. près l'échelle dans laquelle un corps peut se déplacer. Et donc, c'est intéressant parce que la planche de graffiti, donc je vous disais qu'il y avait des sources photographiques. Et en fait, la photographie de l'usine et la photographie des graffitis, c'est le même endroit. Et en fait, les graffitis, ils avaient été faits par des gens sur leur poste de travail, en fait. Donc, du coup, j'avais fait deux photos. J'avais fait plein de photos. J'ai fait les photos des machines Hmm. et cette planche, en fait, comme ça, que j'avais photographiée juste parce que voilà, j'étais curieux de voir les. Enfin, voilà, j'étais face au dessin et puis du coup, je voulais les inscrire.
Et ensuite, quand je me suis retrouvé à l'atelier à Hambourg, j'avais ces 2 images et je les ai découpées et je les ai collées ensemble. Et du coup, le poste de travail, en fait, il est représenté sans personne. Il y a personne dedans, quoi. Il y a que la radio qui témoigne qu'il y a quelqu'un qui pourrait écouter cette radio. Et les graffitis, par contre, ils sont faits par plusieurs personnes. Et donc, du coup, ils sont redressés à la verticale et ça fait un peu, en fait, comme une figure en pied dans une peinture ancienne. C'est-à-dire comme si quelqu'un posait à son poste de travail, mais au lieu que ça soit l'opérateur, l'ouvrier qui travaille à son poste de travail, c'est des graffitis. Donc, c'est comme une figure en pied collective du passage des gens qui inscrivent quelque chose. Et quand je les ai reproduits à la peinture, ça m'intéressait aussi parce que du coup, le geste pictural, enfin le geste de peinture, quoi, il essayait de faire comme si c'était un feutre, de faire comme si c'était un bic, de faire comme si c'était un bic sur un morceau de papier collé par l'adhésif, comme c'est dans la zone blanche qui est au milieu de la planche de bois. Et ça, c'est un truc important dans mon travail, plus ou moins important, en tout cas très important à ce moment-là du travail, c'est que je voulais que le geste pictural, il est, comment dire, il soit un peu comme une foule, il soit plein de choses, plein de rapports de matériaux, plein je dirais, d'impact du réel. Et donc, du coup, j'étais, on peut dire, moins sensible à l'idée d'une unité du tableau qu'à l'idée de livrer une peinture qui soit hétérogène. Oui, parce Voilà. que justement, là, il y a déjà quelque chose. Alors, enfin, quand tu dis hétérogène, c'est homogène, en fait. Non, hétérogène, ouais. C'est-à-dire que tu voulais que ça soit plus disparse, quoi. Parce qu'il y a déjà Ça, ouais, c'est ça. il y C'est-à-dire a qu'il y quelque a chose plein de. de types de gestes dessus. Voilà. Ouais. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant dans ton travail, qu'on va voir et continue et qui est déjà là. C'est le fait que justement, tu vas avoir des manières d'écrire la peinture différentes dans le tableau, quoi. Exactement, ouais. Et en fait, moi, ça m'intéressait parce que, bon, on peut aussi parler de ça. Moi, j'ai eu comme, par exemple, enseignant un peintre abstrait, Dominique Figaretta. Mhm. Et il y a chez Figarella cette question-là, cette question, comment dire, que les matériaux que tu amènes sur la peinture, c'est des creusets en fait. C'est des creusets, c'est des mémoires, c'est des choses voilà, qui témoignent d'un état du réel. Et qu'en Mhm. fait, l'agencement à la surface du tableau, voilà, convoque en fait toutes ces histoires. Et donc aussi, l'usine se prêtait bien à ça parce que c'est un lieu de fabrication des objets et c'est aussi un lieu c'est un lieu collectif en fait. Donc c'est un lieu où le travail qui s'y inscrit est fait collectivement. Donc c'est pour ça que ce tableau-là, il avait un petit côté programmatique. Quand je dis ça, j'ai absolument pas pensé à faire un truc programmatique à l'époque. Mais par contre, c'est un tableau qui revient souvent, voilà, quand je commençais à parler de mon boulot, Mhm. parce que l'intuition était là en fait. Voilà, enfin, Et le le point de fait. départ. Donc là, il y a plein de tableaux qu'on va pas voir malheureusement, hein, mais il y a notamment des taxiphones ou des choses comme ça où d'un coup tu t'intéresses aussi, par exemple, enfin, on va dire que c'est un milieu qui est loin du monde de l'art, qui est loin qui est un monde social, et tout ça. Ça, c'était quelque chose d'important pour toi dès le départ ou Ouais, 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 ouais. Alors, et en même temps, plein d'ambiguïté, hein, parce que c'est fait pour le monde de l'art, ouais. Donc ces tu le tableaux. ramènes, ouais, tu le ramènes Ouais, tu le ramènes à la FIAC, quoi. Voilà. voilà, c'est ça. J'ai jamais été exposé à la FIAC, hein, pour Bon, bah, tu l'instant. le ramènes à Art Paris, alors voilà. Je le ramène à Paris, voilà, ou à Paris, tout simplement. Ouais, Mais encore que j'ai exposé ces tableaux-là, je sais plus, à Châteauroux ou à différents ouais. endroits. Mais ouais, ouais, donc c'est forcément un geste un peu ambigu, mais c'est aussi un truc qui m'intéresse parce que là, on pourrait parler de la forme du tableau, en fait. C'est que c'est quelque chose qui, bon, on pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler de la peinture d'histoire, de choses comme ça, mais c'est-à-dire que bien sûr, c'est pas un tableau sur le milieu de l'art et c'est pas un tableau qui enregistre, je sais pas comment dire, le monde social de l'art, mais par contre, ça inscrit quelque chose d'impermanent dans une histoire qui est celle de la peinture. Enfin, moi, je suis assez attentif, enfin, on reste attentif ou assez touché quand je suis dans un musée
de voir la foule d'histoires et la foule de choses qui sont drainées et emmenées par les tableaux dans une histoire qu'on estime mémorable, en fait. Et donc, du coup, on parlera de Courbet tout à l'heure, mais qui est une figure importante pour moi. C'est-à-dire que, par exemple, l'enterrement Ornans, il a été exposé au Salon. Et il n'y avait qu'une seule exposition à cette époque-là dans l'année, qui était le Salon. Et c'était très officiel et tous les artistes voulaient exposer au Salon. Et donc lui, quand il amène par exemple les Casseurs de pierre ou le monde d'Ornans au musée, il fait entrer, en tout cas dans l'histoire de la peinture, ce monde-là. Après ça, moi, je ne sais pas si ça va rentrer dans l'histoire de la peinture, mais le geste est de ce Ouais. côté-là, quoi. Bah, c'est même presque important aujourd'hui. Je pense à un autre peintre que j'ai interviewé qui s'appelle Julien Benetton. C'est que c'est intéressant aussi de montrer, ils existent encore, quoi. C'est ça que je veux dire, il y a 9% d'ouvriers encore en France et on a l'impression qu'ils sont presque invisibles médiatiquement ou dans le lieu commun du média, quoi. Et d'ailleurs, on va passer au deuxième tableau qui s'appelle Les Opérateurs, hein, qui est aussi un tableau d'usine. Alors là, c'est plus les voitures, j'ai l'impression. Tu peux nous en Alors parler? oui, Ouais. et du coup, Alors qu'il est effectivement, peut-être plus surréaliste. Ouais. ouais. Alors, il y avait comment dire, il y avait une petite règle que tu m'avais donnée, Thomas, c'était 5 images, donc Ouais. c'est pas beaucoup. Donc, entre 2008 et ce tableau-là qui est 2018, il y a 10 ans de peinture Voilà, qu'on a zappé. d'espace qu'on a zappé, d'espace réaliste, de choses, voilà, de tout un tas de contextes sociaux que j'ai essayé de retranscrire picturalement. Ce tableau-là, il arrive en 2018 dans une série de 5 tableaux. Et en fait, ce que je peux dire sur ce qui s'est passé dans ces 10 années de peinture, c'est que de plus en plus, cette notion des inscriptions sur les surfaces, des graffitis, des choses comme ça, c'était devenu un peu obsessionnel. En fait, ça parlait quand même de quelque chose que j'arrivais pas peut-être à placer dans un programme de peinture justement réaliste. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais envoyer un peu tout ça voler en l'air. Et donc, j'ai fait ce tableau-là. Il y a un peu des raccourcis parce qu'il y a eu plein d'expériences avant Hmm. ce tableau-là, où je me suis dit, en fait, tout simplement, comment je peux inscrire les corps dans ces espaces industriels et aussi comment je peux inscrire les corps par rapport à la photographie. Le grand challenge du peintre depuis Nicéphore Niepce, de qu'est-ce qu'on fait avec cet objet de la photographie, en fait. Enfin, ce truc-là, ce truc saturé et qui est par ailleurs complètement fascinant, en fait. Hmm. Et en fait, je me suis dit, je vais carrément, un petit peu comme si les graffitis de la planche de bois s'étaient mis à se balader dans l'usine et à l'inspecter avec leur côté monstrueux, leur côté ricanant, parce qu'on ne les voit pas très bien, mais c'était des petits dessins avec des figures grotesques, il y avait des armes à feu, ça fonctionnait comme une BD, enfin, il y avait plein de petites choses, mais un peu comme les dessins qu'on fait quand on est au collège sur la table. Et je me suis dit, ils vont carrément se mettre à devenir des choses qui se baladent dans le tableau, donc. Et je me suis mis, en fait, alors c'est assez marrant, j'avais une photographie qui n'était pas de moi, parce qu'en général, les photographies sont de moi. Mais là, alors je pense aussi que ça a été déclencheur, mais en gros, j'aurais voulu visiter l'usine PSA de Sochaux et ça n'a pas été possible. Donc, je suis parti d'une photo, en fait, de presse. Hmm. Et hélas, là, le nom du photographe, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas retrouvé en préparant. Mais bon, voilà, photographie d'usine avec une bagnole dedans. Je l'ai recadré et je me suis mis à l'imprimer en tout petit et à dessiner au Tipex dessus. Donc, j'ai dessiné voilà, des morceaux de corps qui seraient encastrés dans l'automobile. Et ensuite, je les ai coloriés au feutre avec que des moyens, on pourrait dire, de bureautique, des moyens non artistiques, quoi. Enfin, Hmm. voilà. Et ensuite, j'ai scanné tout ça et je les tire en grand. Je me dis comment je peux faire pour en faire une peinture. Et donc, je me suis amusé aussi avec ces morceaux de corps parce que du coup, voilà, ils sont très grands, les chaussures sont énormes, un petit peu comme des chaussures de clown. Il y a un corps qui est avec 2 pieds noirs, un pantalon bleu et un haut rouge,
qui est comme à la bascule dans la voiture. Il y a une jambe qui sort, il y a un bras qui tombe aussi, avec un petit côté, j'aimais bien que le dessin exprime en fait des choses soit défaitistes, soit héroïques, etc. Et il y a une espèce d'œil, un petit peu comme dans Le Prisonnier, une sorte d'œil qui surveille, qui serait comme l'œil du contrôle, quoi, l'œil de la direction, l'œil du Contremaître, contrôle, ouais. ou l'œil du peintre. Et donc, il y avait aussi autre chose qui m'intéressait dans ce tableau-là, enfin, qui a fait que je voulais vous le partager. Ouais. C'est que l'image photographique, elle est encore très perceptible, elle est rendue avec pas mal de réalisme. C'est aussi un tableau assez grand qui fait 2 mètres par 2 mètres 40. Donc, bon, c'est plus petit qu'une voiture, mais ça commence à être une échelle comparable à cet objet-là. Donc, du coup, l'image est saturée de détails. Et là, l'image photographique, elle est peinte ou c'est elle est peinte. imprimé? Elle est Elle est peinte. peinte. Ouais, Elle ouais. est peinte. Elle Donc est là, peinte. c'est comme si tu avais poussé en 10 ans l'écart que tu avais dans ton premier tableau. C'est-à-dire que tout ce qui est la partie photographique est très, très photographique et la partie qui est très BD et d'un coup poussé à l'extrême comme presque un collage dans le tableau, quoi. Ouais. J'avais jamais été aussi photoréaliste de ma Ouais. vie. Et, donc, du coup, voilà, il y a ça. Ouais. Et en fait, la voiture est en train d'être montée, quoi. Elle est en train d'être fabriquée. Il n'y a pas encore les roues, il n'y a pas encore les portes, il n'y a que la carcasse, un peu comme, je sais pas, une Moby Dick, la carcasse de baleine, quoi. Et donc, il y a cet espace photoréaliste qui est, comment dire, très unifié, très homogène picturalement. Et les morceaux de corps, ils sont fragmentés et ils sont comme à la surface. Et du coup, ça m'intéressait aussi parce que ça faisait comme si, enfin, ça parlait un petit peu de quelque chose, c'est que c'est comme si l'objet qu'on assemblait devenait quelque chose comme parfait et unifié, et les corps qu'il assemblait devenaient comme fragmentaires et éclatés. Et donc, ça m'intéressait aussi, parce que quelque part, au moment où je faisais cette peinture-là, je m'intéressais à toutes ces histoires aussi d'usines robotisées, d'usines sans personne dedans, etc. Et du coup, je voulais que les corps qui interviennent dedans soient à la fois à la limite de la dissection et soient en même temps comme une injure à l'image et comme une injure à cette image parfaite de l'industrie, quoi. Donc, du coup, voilà un peu Mais en même temps, tu fais une ombre assez réaliste. Les ombres portées des collages sont presque réalistes sur la photographie, quoi. Enfin, sur Ouais, le côté image, ouais. sur la peinture. En fait, elles sont d'ailleurs légèrement violettes. Et bon, ça, c'est un peu un truc pictural justement pour les intégrer. Pour que ça ressorte Euh, plus fort, ouais. Ouais. J'aimais bien aussi que du coup, ça devienne un peu presque comme un truc à la De Chirico, qui est aussi une référence importante pour moi. C'est-à-dire que d'un coup, tu as des ombres qui vont donner une espèce de temporalité à ces fragments qui sont très criards en termes de couleurs. Enfin, il y a des bleus, des rouges, des jaunes. Et du coup, j'ai l'impression que c'est dans l'ombre un petit peu que se passe la temporalité ou la relation de ces deux images qui sont un peu en concurrence en fait. Et alors, j'ai une question pour toi, c'est la qualité photographique de la représentation. Est-ce que ça lie la photographie à quelque chose de l'ordre de l'industrie dans ton... Parce que d'un coup, on passe par une machine quand même. La photographie, c'est passé par des optiques, passé par une technologie et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même, bon, je le fais un peu rapidement, mais il y a quand même une tension entre ce truc-là et cette fragilité humaine du mal fait, du côté BD, du côté c'est sympa. Ouais, ça c'est important pour toi. Ouais, excuse-moi. Oui, ouais, ouais. Ouais. Bah, c'est très précisément ça. Et merci pour la question parce que ça me permet de dire un truc que je galérais à dire. C'est que c'est précisément ce qui s'est passé autour de ces représentations d'usines. Mm. C'est que j'ai spécifié le rôle de la photographie qui est vraiment devenue une machine regarde une machine en fait. C'est-à-dire que la partie de l'usine est traitée photographiquement et je dirais que là, le geste pictural, il se met complètement au service, il travaille en fait en quelque sorte à rendre le mieux possible les effets de ces matières-là. Donc du coup, c'est vraiment la partie dévolue à la photographie. Et ensuite, effectivement, la fragilité humaine ou ces petits morceaux de graffiti ou ces dessins qu'on a à voir avec, je sais pas, l'enfance, Mm. quelque chose comme ça. Du coup, ils assument complètement d'être dans un autre régime pictural. Et d'ailleurs, je pense qu'on va voir par la suite dans d'autres peintures qui concernent plus l'espace de l'usine,
que du coup, la photographie n'est plus nécessaire, en fait. Oui, et d'un coup, tu es parti, c'est ce qu'on va voir maintenant, avec le troisième tableau qui est Syncope. Et là, tu es déjà parti. Alors, il reste un petit peu de photographie ou de sentiment de photographie dans le paysage de fond, dans le décor, mais par contre, tes personnages sont déjà complètement explosés. Ça, je crois que tu as fait ça à Chicago, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, d'ailleurs, non, précisément, Après, ouais. je l'ai fait juste en rentrant de Chicago. En fait, j'ai fait une résidence à Chicago qui a été super importante pour moi. Mais par contre, déplacement, États-Unis, tout ça, Mm. j'ai fait que du dessin, en fait. Et donc, du coup, j'ai fait d'assez grands dessins, de 2,40 m par 2,40 m, qui fonctionnaient un petit peu comme des peintures, mais qui restaient des dessins. Enfin, d'ailleurs, je dis qu'il restait des dessins, mais en fait, il n'y a pas de hiérarchie à faire à cet endroit-là. Mais j'explique pourquoi il n'y a pas de hiérarchie à faire, parce que j'ai fait un ensemble de 5 dessins qui sont autonomes, en fait, que je peux Mm. représenter tel quel. Et là, ce Mais tableau-là, ouais. en fait, il m'est arrivé un truc un petit peu étrange et compréhensible en même temps. C'est que j'ai fait une exposition à la fin de la résidence et le dessin qui correspondait à cette peinture, le dessin modèle, a été en gros censuré. Ils n'ont pas voulu le présenter. Et je pense que c'était lié au sujet du dessin, qui était clairement autour de la violence, en fait, autour de la violence aux États-Unis, l'histoire des États-Unis qui est aussi une histoire violente, Ah voilà, bon? d'exproprié, paraît-il, mais l'histoire française aussi, hein. Ah oui, bien sûr. Et, Et l'histoire tout court, peut-être. Ouais. et l'histoire tout court, ouais. L'histoire des vaincus, comme dirait l'autre, hein, comme dirait Benjamin. Et donc, du coup, c'est un tableau qui représente une figure amérindienne, mais c'est un peu plus compliqué que ça, surtout dans la peinture, Mm. et une figure noire, c'est aussi un peu plus compliqué que ça dans la peinture, qui sont comme en train de lutter, en fait, mais aussi en train d'éclater. Et la figure rouge coupe la tête de la figure noire qui se retrouve à l'envers. Et tout ça fait un espèce de joyeux désastre. Je m'étais très fortement inspiré, voilà, de manière un petit peu comme ça, un peu instinctive, de cette question de la guerre civile aux États-Unis, et aussi d'un artiste que j'ai découvert là-bas, qui est Henri Darger, qui est un artiste Mhm. brut, et qui avait été exposé en France, mais moi j'étais un peu resté extérieur à l'affaire, et qui fait une espèce de représentation parodique et hallucinée de l'histoire américaine comme guerre des enfants et des adultes, avec des scènes de massacres extrêmement violentes et tout ça. Et il y avait aussi le fait que c'était le moment Trump et tout. Donc, en gros, j'ai cristallisé cette image-là, qui était une image de la violence pour moi. Et j'ai tourné autour en essayant d'en faire un dessin d'abord, qui avait été donc du coup censuré. Ensuite, j'en ai fait plusieurs petites versions en peinture en me disant qu'il faut que je règle cette affaire-là, sachant, mais ça on pourra en parler peut-être plus tard, mais qu'on ne travaille pas qu'avec des images qui nous font du bien, hein. Au bout d'un moment, je me suis dit, il ne faut pas que je lâche cette affaire-là et que faut que j'en fasse une peinture qui ait d'autres enjeux, en fait. Mm. Et donc, j'ai repris toute l'affaire immédiatement en rentrant à Paris. Et j'ai fabriqué ce tableau-là. Donc, je crois que tu as un collage, il me semble, Oui, on que va tu les m'as regarder. envoyé. Alors, parce qu'en fait, j'étais passé à ton atelier, j'avais adoré tes petits montages, tes petits collages préparatifs. Donc, Nick, si, notre réalisateur, si tu peux nous les montrer, parce que tu as trois petits collages qu'on avait préparés, enfin que tu avais préparés avant. Et là, on voit bien presque ta méthodologie quoi, de découpage. Voilà. Donc là, on les Voilà. voit. Ouais. Et en fait, on voit l'élément photographique au départ, c'est-à-dire que c'est une banlieue de Détroit. J'avais été à Ouais. Détroit pendant le séjour, donc une banlieue Desperate Housewife. résidentielle, Ouais. voilà, classique américaine, et une figure peinte, donc enfin, ce jeu des deux figures ensemble. Je m'étais inspiré d'un dessin amérindien d'ailleurs, un dessin de Mato Topé, je crois qu'il s'appelle l'artiste en question. Mais bon, je l'avais ensuite retranscrit
j'arrive pas à parler retranscrit très T'inquiète. différemment, de manière assez spontanée. Enfin, tu vois, c'était à partir d'un carnet de dessin et aussi tout simplement parce que je trouvais ce dessin super beau. Hein. Faut le dire aussi, on l'a pas mis en visuel, mais je sais pas s'il y a moyen de laisser des références ensuite ou de Si ça. on pourra après sur la chaîne YouTube, ouais. Ouais. Bah, super, parce que c'est un dessin qui est magnifique, enfin, qui est Mm. vraiment, qui traduit une synthèse du mouvement, vachement belle, quoi. Et donc, du coup, j'avais pris une citation de ce dessin. Ensuite, j'avais agencé les 2 figures et ensuite, quand je l'ai repris en peinture, j'ai hyper simplifié la figure et j'ai aussi fait quelque chose, d'ailleurs, ce qui a à voir avec la peinture, qui est à Perpignan. C'est que je me suis mis à mettre plusieurs qualités à l'intérieur des corps. C'est-à-dire un corps du côté du corps noir qui est masculin et féminin, mais en même temps la tête est légèrement robotique. Et du côté de la figure rouge, et ben, il y a des pieds qui sont comme des pieds européens et la figure en bas en haut est complètement aplatie. Donc ça devient une espèce de figure qui serait quasiment comme un costume dans lequel se passeraient des choses à l'intérieur en fait. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors là, on est en train de regarder le tableau final. Donc après Ouais, avoir vu Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, c'est juste, je me pose la question même de la fabrique, c'est-à-dire, est-ce que quand tu pars faire ce tableau-là, tu fais des ratages, tu enlèves des choses, tu en rajoutes, tu remets, tu fais des essais, ou tu es déjà sûr par rapport à tes esquisses préparatoires que ça va arriver vers. Enfin, tu cherches un peu quand même, non? complètement. Ouais, voilà. Ouais, j'ai mis bien 6 mois à le faire, ce tableau-là. Voilà, c'est ça que je C'est-à-dire voulais qu'on raconte. Ouais, parce que c'est très que simple au résultat, mais en fait, on sent quand on voit le tableau en vrai qu'il y a des repentirs, ça a bougé un peu. et je pense que c'est le tableau que j'ai mis le plus de temps à faire de tous les tableaux que j'ai faits, en fait. Hmm. Et oui, 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 donc il y a plein de repentirs et il y a plein de questions et de soucis à l'intérieur du tableau que je ne cessais de réagencer. Il y avait un problème d'équilibre des figures, en fait. Il y avait aussi le fait, ce qui est moins présent dans le tableau final, mais le fait que ça soit quelque chose entre un geste voilà, un peu violent et un geste d'étreinte. C'est-à-dire que, par exemple, les 2 jambes qui sont collées ensemble sont quasiment dans une position voilà, de contact frontal, mais l'autre jambe qui s'enroule est Hmm. quasiment comme Oui, c'est une ambigu. Ouais. écharpe qui s'enroulerait autour de la jambe blanche. Le corps est en entier aussi. Il y a les 2 pieds en bas, les Hmm. 2 jambes et les 2 mains. Et donc, la deuxième main devient les cheveux de la figure. Donc, il y avait cette espèce de truc aussi que cette figure qui se disloquait était en même temps 2 figures qui s'épousent. Et il y a aussi la ville qui se simplifie un petit peu comme dans un Malevich, dans une peinture de Vladimir Malevich. Oui, Casimir, Casimir, j'avais un trou de mémoire. pas de Casimir problème. Malevich, et où du coup la ville est simplifiée à une espèce de maison droite qui fait presque un peu Oui, ça comme ressemble au une dernier tête. tableau de Malevich, où comme ça, il y a des maisons. Ouais. D'un coup, on Voilà. voit que tu as dépassé la photo. Et alors, là, d'un coup, il y a une figure aussi qui apparaît dans ce tableau-là, qui va être importante, on va le voir par la suite, c'est l'herbe. Où d'un Oui, coup, j'ai l'impression qu'il y a aussi, alors évidemment, on ne le sent pas là parce que c'est des représentations, mais il y a une sensualité dans ta peinture. C'est-à-dire que tu as une manière d'appliquer la peinture qui est très sensuelle, qui peut avoir des qualités de matière très belles. Et là, l'herbe, tu as déjà trouvé quelque chose, d'après ce que je me suis dit, bah, que c'est peut-être que ça s'est fait tout seul, que d'un coup, tu t'es retrouvé à faire de l'herbe et dire, ah tiens, ça m'intéresse cette herbe. C'est ça que je veux dire. C'est comment, parce que c'est une chose que tu as une figure que tu as utilisée beaucoup après, par la suite, qu'on va voir, mais d'un coup, là, tu l'avais déjà dans la main, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire. mais grave. Non, mais oui, non, mais ce truc de sensualité, c'est vrai en fait. C'est-à-dire que je me débattais avec cette image de violence. C'est compliqué parce que je l'avais en même temps faite et en même temps, je la désirais pas totalement, cette image. Et donc, du coup, voilà, elle m'interrogeait, je voulais la fixer. C'est un truc que je voulais dire aussi, mais c'est un moment où j'ai beaucoup regardé Goya et la façon dont Goya représente la violence. Et il y a une chose qui est magnifique chez Goya, c'est que dans certaines petites peintures, les scènes de violence, de brutalité, de cannibalisme, tout ça, sont représentées dans une nature qui est complètement irénique, avec une Hmm. espèce de lumière qui envahit les figures et tout ça, et qui donne l'impression qu'on est dans un univers
à la fois violent et complètement innocent. Et On peut penser, ça fait penser d'ailleurs, ce tableau-là fait penser aux deux amputés dans les peintures noires de Goya, là, les deux amputés qui sont en train de se bagarrer, qui n'ont pas de jambes. qui est incroyable. Ouais, mais ça ressemble, c'est pas si loin finalement. Je n'y ai pas pensé, mais. Non, Oui, c'est un truc fou cette peinture. Mm. Et effectivement, bah, l'herbe, je me suis complètement réfugié dedans. Et ça a été un truc super important de peindre cette herbe-là. Effectivement, je me suis dit que je voulais peindre de l'herbe. Et c'était aussi, comment dire, on parlait un tout petit peu du fantôme de la peinture d'histoire, là, Ouais, mais elle a un rôle, cette herbe, par rapport à tout ça. C'est qu'elle est comment dire, une chose qui nous ignore complètement et qui pousse depuis toujours. Et en fait, j'aimais bien ça. J'aimais bien que ce paysage-là, avec aussi cette forêt qui ressemble un peu à un écran de fumée, soit comme une nature qui ignorerait complètement nos agissements. d'où Et, cette différence. Ouais. et donc, du coup, je l'ai aussi pensé comme ça. C'est pour ça que l'herbe est quasiment devenue la troisième figure du tableau, ou pour le dire autrement, le paysage est quasiment devenu la troisième figure du tableau. Puis ensuite, je me suis du coup complètement, voilà, j'ai été vers ça, quoi. Ben justement, je suis Mhm. désolé Laurent, mais on va devoir passer un peu plus vite parce qu'on Ouais, on est déjà en retard malheureusement sur mon ok, programme. Je ne suis pas un bon, très bon bref. présentateur. Et donc on passe à Dans la forêt numéro 2, où là justement il n'y a plus trop de différence entre le paysage et les figures, parce qu'elles sont tous les deux sont presque à même niveau de, on va dire, ontologique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors même les couleurs sont parties, tu n'as plus des couleurs réalistes ou des choses comme ça, mais il reste cette herbe qu'on va retrouver ensuite encore. Je vais essayer d'être rapide. Non mais je t'en prie, vas-y. Ouais, ouais, non, non, bah, le point de départ, c'est le soleil. Ouais. Je me Donc le suis dit contre-jour, ouais. que je veux peindre un soleil. Et je voulais un soleil trop gros. Un soleil trop gros. Et en fait, alors c'est une peinture, bon, pour la petite histoire, qui a été faite un peu dans ce contexte bizarre du confinement, où on était tous complètement, enfin, en tout cas pour moi, hein, je ne sais pas Mhm. pour tout le monde, mais pour moi, complètement fasciné par justement une nature qui semblait redevenir souveraine et absolument affranchie de nos activités, vu que nous, on était tous à boire de la soupe à la maison. Et on voyait par la fenêtre, voilà, le printemps, pas rien quoi, le printemps en train de complètement fanfaronner et exploser de partout. Et bon, après ça, il y a plein de choses dans le tableau, mais Mhm. ça a été une partie importante. Et donc, je me suis dit, il va y avoir cette espèce d'énorme soleil un peu naïf, comme ça, un peu à la Douanier Rousseau, qui va être envahir le fond du paysage. Pareil, les herbes, voilà, qui sont comme des flammes. Les arbres sont extrêmement simplifiés, encore une fois, un petit peu à la Kazimir Malevich. Et au milieu, il y a toutes ces figures qui sont un peu en train de mourir, de s'effondrer. Vous voyez un petit peu l'ambiance comme si c'était, je ne sais pas, au petit matin, une fin de fête. Fin de Où partouze, on fait une fin de une partouze. fin de partouze, ouais, ou une fin de camp nudiste, et Ouais. qu'on transporterait quelqu'un en train d'hurler pendant qu'il y aurait deux autres figures qui seraient un petit peu enlacées, mais elles sont dans des rapports d'échelle complètement improbables. Et donc, c'était ça l'enjeu du tableau. Ce que je peux dire aussi rapidement, c'est que j'ai un peu changé de méthode de travail. C'est pour ça que la facture est un petit peu différente. C'est que je suis parti de collage en faisant ce tableau. Et donc, de collage, mais pas d'éléments photographiques, vraiment de petites poupées de papier que je fabriquais et que je posais dans un décor, comme un petit décor de théâtre, comme faisait Poussin. Oui, c'est ça, ça ressemble à ce que fait Nicolas Poussin pour ses compositions. Ouais. Donc je Et fais du des. coup, Ah, ouais, pardon. je t'en prie. Non, mais vas-y, vas-y. Non, et du coup, les figures, elles ont un petit peu ce rapport de suspension aussi, je pense, qui se sent dans le tableau. Il y a une petite référence à Aldorfer, un Saint-Sébastien dans la figure qui est couchée au premier plan, qui est à l'envers, en fait, qui ouvre ses bras. Et donc, du coup, voilà, un peu le programme du tableau, le sujet du tableau, c'est ces espèces de figures qui sont un peu en fin de partie dans une nature qui est un petit peu naissante.
Et donc là, quand tu pars pour le tableau, quand tu pars pour y aller, devant un tableau vide, là, tu as déjà ta composition bien en tête ou c'est parce que c'est assez net pour le Ouais. coup, ouais, c'est assez net, c'est assez choisi, quoi, déjà. Ouais, j'ai un collage Ouais. que j'ai fait, du coup, qui est fait de petits morceaux de papier et tout ça. Et tes couleurs à contre-jour outre-mer, là, comme ça, par exemple, enfin, un peu un bleu électrique, ça, c'est des choses que tu avais que tu as trouvé en le faisant ou c'était déjà pensé En le faisant, en le en le faisant. faisant? Ouais. Non, ouais, Ok. ouais, en le faisant. En fait, j'ai déjà fait un premier tableau de forêt où j'avais Mhm. réglé le rapport de couleurs, en fait. Et donc, du coup, quand j'ai été sur celui-là, c'était très décidé. Parce que c'est des gammes Et de couleurs un peu étranges quand même. Orange-bleu comme ça, c'est un truc, ça vient pas tout seul, quoi. Ou c'est ouais, mais il y avait cette presque espèce. russe. Ouais. Ouais. Oui, oui, complètement, complètement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y avait cette espèce de truc, en fait, pareil, ça c'est un peu moderniste pour le coup, on pourrait dire Mhm. très rapidement, mais cette espèce d'idée d'une nature qui a à voir presque avec le douanier Rousseau, presque avec un truc avec des feuilles énormes, un soleil énorme, tout ça, et Mhm. en même temps traité dans un rapport aux couleurs où la couleur est presque pas altérée de blanc, quoi. Elle est presque, c'est presque comme un vitrail, quoi. C'est-à-dire les couleurs sont quasiment pas mélangées pour le paysage, hein. Ouais, Et du coup, ça participait de la mise à nu des figures. très bien. On va passer au dernier tableau, qui est un tableau récent puisqu'il date de 2021, et c'est la tête numéro 11. Et donc là, on retrouve cette table, on retrouve une figure, un petit bonhomme, et on est en zoom. Et d'un coup, il y a presque dans ta matière, il y a plus de travail, presque, j'ai l'impression, tu as plus travaillé presque la texture dans ces tableaux-là récents que avant. Ouais, Ouais, un peu, hein, on est d'accord. oui. Et bah, je sais pas s'il y a des gens qui commencent la peinture, qui nous écoutent, manifestez-vous. Non, je rigole, mais c'est que moi, j'ai passé très, très longtemps à ne pas savoir faire du tout de petits formats, à galérer et aussi à cause du côté très programmatique de ma peinture, de Mhm. départ. Mais un programme est sûrement fait pour être trahi. Mais du coup, comme je voulais que les choses soient à l'échelle et que ça parle, par exemple, de l'usine, des taxiphones, de tout un tas de contextes sociaux comme ça, les cafés internet, hein, parce que taxiphone, ça n'existe plus trop, mais les chantiers. Il fallait que les tableaux soient assez grands pour pouvoir contenir les outils et les objets, enfin, la place du corps. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis mis à mettre des corps dans mes tableaux, enfin des figures, quoi, des figures en pied, Mhm. où j'ai trouvé des manières de faire des petits tableaux. Et notamment, ça, c'est un tableau qui fait 65 par 61. C'est la taille d'une tête. Ça fait une grosse tête, quoi. Mais du coup, c'est un tableau tête. Je me suis mis à faire des tableaux pieds, des tableaux bras, comme ça, ce qui donnait d'autres échelles. Donc en fait, du coup, je suis à la fois resté dans cette question de format de départ, mais en même temps en trouvant des unités plus petites. Et donc, du coup, j'en viens à ce tableau. Et ben, du coup, je suis resté sur cette idée de la figure qui tombe, de la figure qui chute et du rapport au paysage. Et en fait, j'ai fait un ensemble, donc c'est numéro. Donc, toute une série, ouais. Ouais. Il y Ouais. en a 23 maintenant, et c'est à chaque fois des morceaux de corps et plutôt des têtes qui sont couchées contre le sol et qui sont au milieu des herbes. Donc les herbes sont traitées de plein de manières différentes, parfois très géométrisées, parfois très naturelles, mais c'est toujours comme ça des têtes. Alors c'est la position dans laquelle voilà, on expire, on est, la position dans laquelle on rêve. Tu vois, depuis toujours, on met sa Et tête peut-être, dans les herbes pour rêver. oui, Et il y a un truc aussi, on essaie d'adhérer au monde quand on est allongé dans l'herbe ou des choses comme ça, on essaie de faire partie du truc, quoi. Je trouve il y a ce jeu-là dans tes peintures aussi. complètement. Elles sont Ouais. dans un moment sensible avec le monde. Et aussi l'autre chose, c'est que, tu sais, quand on peint un visage, il y a toujours un rapport d'altérité, en fait. C'est l'autre, c'est un visage. Et là, je sais que pour ces peintures-là, à chaque fois, j'essaie de faire que ça soit plus des têtes que des visages. Et je pense que enfin, j'essaye de l'obtenir par le fait que la tête soit couchée. C'est-à-dire que face à une tête couchée, c'est, je pense, un truc quasi anthropologique. On n'a pas le même rapport que face à une tête debout. Et donc, une tête debout, c'est quelqu'un qui se présente devant nous. Une tête couchée, c'est quelqu'un qui est quelque part
immanente, là pour elle-même en fait, ou comme si on était couché à côté d'elle. Donc on n'a pas du tout la même relation à la figure. Et donc ça m'a permis, en tout cas, d'essayer d'avoir des figures qui sont à la fois parfois presque glaçantes, hein, celle-là elle est un peu étrange et tout, et en même temps qu'on n'ait pas du tout un rapport de conflit avec elle. On est même Et dans un rapport d'intimité. C'est-à-dire, comme la tête est un peu trop grande par rapport à une tête réelle, on est à une échelle où c'est comme si on regarde quelqu'un de trop près, quoi. Il y a ce truc-là. Ouais. Et c'est aussi des tableaux qui parlent parfois du plaisir et parfois aussi un petit peu de la douleur, de la souffrance, quoi. Et par exemple, c'est le cas, c'est-à-dire de celui-là, parce qu'il y a cette grande oreille qui fait comme une bouche. On ne sait pas si c'est une oreille ou une bouche. D'un côté, on pourrait voir un espèce de sourire un peu cynique et démesuré. À De la l'autre Joker. Ouais. côté, à la Joker, de l'autre côté, c'est peut-être une grande oreille, c'est peut-être aussi une tête fendue, peut-être aussi une tête blessée. J'aimais bien aussi dans la gestuelle des mains, ça raconte plein de choses, mais on ne sait pas si c'est une confidence, un secret, comme quand on veut masquer sa parole, ou si le personnage se met le doigt dans le nez. Enfin, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Et il y a cette espèce de flamme aussi qui fait l'œil. Alors là, je me suis rappelé du truc de magicien, vous voyez, le truc où quand on s'allume une cigarette et hop, la flamme part du doigt. Donc, c'est plein de rêveries, en fait, ces tableaux-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme c'est des tout petits formats, je dirais que c'est pas très grave, en fait. Je me laisse complètement aller à me changer 10 fois de chemin à l'intérieur, d'où le fait qu'elle soit plus en matière, parce qu'il y a beaucoup de repentir, et et voilà, et à faire parler toutes les personnes qui sont à l'intérieur de moi. J'ai l'impression aussi que tu t'amuses plus avec la matière par rapport aux autres tableaux. C'est-à-dire que tu étais plus dans quelque chose de l'ordre de la matière qui rêve au moment où, je sais pas, par exemple, tes herbes très symétriques ou très comme ça, elles ont une texture aussi très herbe. Enfin, il y a des Ouais. petites tensions comme ça que tu cherches. Et tu t'amuses plus avec la peinture, quoi, j'ai l'impression. Oui, et Plus la que, géométrie, ouais, pardon, avec excuse-moi. avec le sol ou des choses comme ça, tu vas y aller plus, quoi. Oui, effectivement. Et Bon, d'accord, mais... non, mais aussi la géométrie, ça permet de jouer sur la sensation d'échelle en fait Ouais. des choses. C'est-à-dire qu'au premier plan, c'est vraiment des herbes, mais au deuxième plan, ça devient un peu des sapins, comme une espèce de forêt allemande, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et Hmm. donc, du coup, la géométrisation des formes, que j'essaye de ne pas faire systématique, hein. J'ai fait cet été un autre tableau réaliste que là, je n'ai pas mis, qui est une retoucherie, qui est complètement, où les objets ne sont pas trop géométrisés. Mais le fait d'avoir des moments de géométrisation, avec toujours cette idée d'une peinture avec plein de types de représentations à l'intérieur, ça permet de ne pas savoir en fait exactement ce qu'on regarde, que l'objet soit ouvert en fait. Oui, ça reste très L'objet, ambigu, ouais. Ouais. c'est ça. Bah là, ne serait-ce que la forme du le dessin, si on le dessine, on ne sait pas ce qu'on dessine, en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Et moi non plus, à certains Oui, moments. oui, bien sûr. Ouais. L'oreille, je Ah, ne sais oui. pas si c'est un oreille, Ah, si oui. c'est une oreille Bah, ou une bouche. bon, on va rester là-dessus pour la première partie de notre émission, parce qu'on est très en retard. Et on Des... passe. Non, non, pas de problème, c'était super intéressant. Hein. Je t'ai laissé parler parce que je trouvais ça super intéressant. Puis c'était intéressant de voir aussi un peintre aussi diserte sur son travail. C'était, enfin bon, faudrait qu'on en parle parce que ça m'intéresse le fait que tu sois aussi dans l'expansion de. On a l'impression que tu pourrais parler des heures de chaque tableau, quoi. Ça, c'est impressionnant. Comme une charge. Et on va passer à la deuxième partie. Et je t'ai demandé un tableau qui était important de l'histoire de l'art qui était important pour toi. Et tu m'as proposé de manière très malin un tableau qui n'existe plus, qui est les casseurs de pierre de Gustave Courbet, qui donc a été détruit lors du bombardement de Dresde du 13 au 15 février 1945. Donc il reste une trace comme ça. Alors sur Internet, il y a en couleur, mais en vrai, on n'a qu'une image de noir et blanc. J'ai vérifié. L'image a été colorisée, donc j'ai préféré montrer la photo noir et blanc de ce tableau qui est disparu. Alors oui, c'est un tableau qui a un fantôme. Et c'est un fantôme qui est important pour moi parce que quand je faisais mes études à Lyon, que justement j'avais envie de représenter le travail, j'avais envie de représenter la production à un moment où je pense que toi comme moi on l'a vécu, c'était pas mal l'art de l'objet. Je pense à Mathieu Mercier, où c'est super, mais du coup c'est des objets très finis. Et j'avais envie de montrer quelque chose comme l'atelier. Je cherchais des représentations du travail et je suis tombé sur ce tableau de Courbet et je l'ai trouvé génial. Et donc, j'étais persuadé qu'il existait. J'en parlais à tout le monde. Je disais, allez, on va à Dresde, super, etc. Et à un moment, je me suis rendu compte que le tableau avait brûlé dans les bombardements
de Dresde, et donc il Mmh. n'existait plus. Et ça m'a super intéressé. Enfin, toute l'histoire, du coup, était. Enfin, j'étais déçu, hein, mais en même temps intéressé parce que c'est un tableau qui est très étrange. Il y a une lettre où il dit, par exemple, j'ai rempli le second plan d'un paysage. Il n'y a que Courbet pour remplir un second plan d'un paysage, comme si c'était quelque chose qu'on coulait, comme de l'eau, comme de l'oubli, Mmh. quelque chose de très étrange. Et c'est vrai qu'il y a ce second plan qui est complètement obscur. Faut voir la peinture de Courbet qui est déposée au couteau, il y a beaucoup d'informel dedans, il y a presque déjà de l'informel chez Courbet. Et il y a ces deux figures qui représentent le travail, mais qui représentent un travail qui n'est pas du tout, je dirais, symbolique de quelque chose, en fait. Parce que souvent, les représentations du travail, alors pour ceux que ça intéresse, par exemple, le laminoir d'Adolphe Menzel, c'est la sidérurgie. Si Mmh. on pense à Jean-François Millet, bah, les glaneuses, c'est tout le monde rural, c'est la misère agricole. Mais c'est quelque chose qui souvent, en tout cas, bon, après ça, quand on pense au réalisme socialiste, ça devient l'orgie de symbolisme du travail, avec des choses qui sont intéressantes, hein. Moi, par exemple, Mmh. Daineka, il y a des tableaux très bien. Mais là, chez Courbet, c'est des casseurs de pierres. Donc, c'est des gens qui cassent des pierres pour faire une route à la campagne. Donc, c'est un travail ouvrier, mais c'est un travail ouvrier dans un contexte rural. Et pour une chose qui est fabriquer une route. Et même la route, elle n'est pas en perspective. Si on pense à Répine, les routes, elles vont vers le fond du tableau. Là, c'est une bande. C'est un tableau très écrasé, quoi. Donc, c'est juste une bande plus claire en bas qui est D'ailleurs, la c'est la route. même année que l'enterrement à Ornans, donc c'est un peu la même esthétique, là, comme ça, très en horizontal. Ouais. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc, et en même temps, ça, je l'ai trouvé plus tard grâce à Michael Fried, avec qui je suis d'accord, enfin, sur rien. Mais Ah par bon? contre, son Le analyse du réalisme de tableau, Courbet, elle donc ça, est, c'est un livre de Michael Fried, ouais. Ouais. qui est génial, qui est intéressant. Mais ça parle aussi du corps du peintre, en fait. C'est-à-dire que lui, ce qu'il voit, et ça me semble assez remarquable, c'est que ces deux corps ont à voir aussi avec la latéralité du corps en train de peindre. Donc, c'est Mmh. un tableau, moi, qui m'a formé, que je n'ai jamais vu et que je ne verrai jamais, mais qui est une rêverie d'un tableau, on pourrait dire peut-être fantasmatiquement. C'est un tableau que j'ai beaucoup essayé de refaire, quoi, et que j'ai beaucoup rêvé refaire. Et en même temps, c'est impossible à refaire, hein, mais parce que c'est cet espace qui est à la fois bizarre, plat, peu profond. Moi, je sais que je suis très intéressé par La le surface, peu ouais. de profondeur en peinture, la surface, le fait d'être dans un espace qui est profond et pas profond. Ça raconte quand même quelque chose de l'époque, mais quelque chose d'humble, dont on ne pourra pas se servir. C'est un tableau qui n'a jamais servi à aucune propagande. Mmh. Pas de Oui, qualité c'est d'image. presque déceptif, comme, ouais. Ouais, et en même temps, c'est un tableau génial. Il faut savoir que quand il a été exposé au salon, les gens priaient Courbet de laver les pieds de ses figures parce qu'elles sentiraient mauvais, et cetera. Mmh. Il y avait des réactions de fous à l'époque, hein. Et voilà. Et Tout l'autre point commun qu'il y a avec toi, quand même, je vais de le dire, c'est l'hétérogénéité de la matière, parce que justement, Courbet, il peignait avec des couteaux, donc tout ce qui peut être décor, là, je pense les cailloux et tout ça, ça devait être au couteau, donc en pâte et tout ça. Et d'un coup, il pouvait faire un traitement très fin des visages, très léchés comme ça, des visages, ou je pense aux biches aussi au milieu de la nature, comme ça, où d'un coup, les biches sont très léchées dans une matière très brute, au milieu d'une matière très brute, quoi. Donc ça va être quelque chose qui doit te parler aussi, j'imagine. Exactement. Et il est Ouais. fou, Courbet, là-dessus, parce C'est presque que, too much des fois. Des fois, c'est un peu ouais, gênant. Le renard au milieu de la neige, mais il y a une raison à ouais. ça qui, je pense, est folle et géniale. C'est que c'est vraiment lié. Il était chasseur, hein, tu sais, Courbet. Ouais. Et voilà, nobody is perfect. Mais c'est super intéressant parce que c'est très lié à, à, à un enjeu de la peinture du 19e siècle que moi j'essaye aussi de réfléchir aujourd'hui. C'est ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre, le caractère préhensible ou non de l'image. Et Hmm. Courbet, qui introduit ce terme de réalisme, c'est aussi la seule personne à peindre des animaux dans la nature sans personne. Et donc les animaux sont fluides parce qu'ils sont très lisses, ils sont dans le mouvement, ils sont aussi ce qu'ils cherchent à voir parce qu'il les suit. On pourrait penser à Deleuze. Il essaye de les comprendre parce qu'il veut les chasser, les manger, mais ils sont aussi dans une nature qui est complètement indifférente et qui est parfois explosée
comme juste de la matière picturale. Et là, on ne peut rien en faire, on ne peut pas saisir les choses. Si on pense à son exact contemporain, Jérôme, tous les objets sont préhensibles chez Jérôme. Et ça a à voir avec un rapport social, ça. Et je trouve que c'est super intéressant. D'ailleurs, les deux sont des très grands peintres. Hein. Mais Oui, il y a moins d'antagonisme chez Jérôme. Enfin, on est chez, oui. voilà. Tous les fauteuils sont confortables ou la nature est confortable comme un fauteuil, quoi, chez C'est Jérôme. ça. Ouais. Et chez Courbet, il y a des choses qui sont absolument pas confortables. Il y a des choses qui sont mûres et il y a des choses qui sont douces. Il y a des choses qui sont, voilà, enfin, il y a des Très choses qui bien. sont molles, il y a des choses qui sont Je dures. suis désolé, on va devoir avancer parce qu'on est vraiment en retard. Et je t'ai demandé un tableau, une peinture que tu ne comprenais pas ou que tu n'aimais pas. Et là, tu m'as courageusement parlé de Francis Bacon. Parce que Avec un tableau particulier parce que tu as choisi ce tableau-là qui n'est pas le plus grand, qui n'est pas le. Voilà. et qui est très beau en plus. Oui, mais alors qu'est-ce qui t'intéresse pas là-dedans? Alors non, justement, Ou qu'est-ce qui te retient? Ouais. j'ai choisi Bacon de manière un peu suicidaire, mais non, en fait, il y avait deux façons de formuler ta question dans ce que tu Mhm. m'as envoyé. Il y avait quelque chose que je rejette et quelque chose que je ne comprends pas encore. Ouais. Bacon, moi je l'aime bien hein, et je trouve ça intéressant, mais il y a quelque chose que j'ai jamais compris dans sa peinture. Et c'est vraiment comment sont représentés les éléments. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant aussi parce que plutôt que j'aime pas et tout ça, il y a aussi des choses qu'on met du temps à comprendre. Et du coup, par exemple, je comprends absolument pas la peinture de Bacon, mais en même temps, j'adore la position de ce mec, j'adore comment il a existé. Et donc, ce que je comprends pas chez Bacon, c'est cette espèce de, peut-être justement la condition presque abstraite ou de mouvement des choses chez lui, qui font que justement tout ce que je trouve charnel en fait dans la peinture de Courbet Ouais. m'échappe absolument dans la peinture de Bacon. C'est-à-dire, je vois les plans. Par exemple, Fautrier, ça va. Enfin, Fautrier, j'aime bien. Mais alors peut-être Fautrier pourrait être un chemin pour aller vers Bacon. Peut-être Euh, c'est trop dilué pour toi. Il n'y a pas assez de matière, justement, au contraire de ce qu'on pourrait se dire, c'est que. Trop dilué, presque un peu futuriste aussi. C'est-à-dire que tu vois, il y a parfois des gestes qui esquissent en fait des dynamiques. Mhm. On le sent très bien dans les morceaux de bœuf, dans les carcasses ouvertes de bœuf. Mais ces choses, du coup, traduisent plus une espèce de compréhension, je dirais, de la forme, une espèce de stylisation de la forme, mais échappe un petit peu ouais, voilà, à ce que serait le rendu de la carcasse pour moi. Mais c'est pas grave, en fait, en même temps. Hein, ça fait... Moi, Presque illustratif, alors. voilà, moi, je reconnais complètement la grandeur de Bacon, mais j'en serais incapable. Et il y a des trucs Ok. qui me résistent très fortement dans sa peinture. Alors, je Voilà. suis désolé, on va avancer un petit peu, mais je voulais juste indiquer le fait que ce tableau est par hasard dans Batman 1 de Tim Burton, et c'est évidemment le tableau que le Joker refuse de détruire dans l'exposition quand ils vont détruire tout le musée. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil, mais ça m'amusait de le mettre parce que c'est vraiment ce tableau-là. Et ensuite, je t'ai demandé une œuvre qui a nourri ta pratique, et tu m'as proposé Esthétique de la résistance de Peter Weiss. Alors, je veux dire, j'ai pas du tout lu ce livre, et j'ai lu que selon Le Monde, c'était une Iliade du mouvement ouvrier et de la lutte contre le fascisme au XXe siècle. Donc, Bah ouais, on va laisser le monde, hein, rien que ça. Non, c'est ouais. un roman qui est complètement délirant, complètement fou. C'est en 3 tomes, donc c'est assez long à lire. C'est presque Je crois pas. qu'il a été édité à 700 pages là maintenant. Il y a une édition avec tout dedans. Ouais. Et je crois, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que Peter Weiss a un peu écrit à la fin de sa vie, et quasi en cachette. En tout cas, je ne crois pas qu'il ait été publié de son vivant, ça je ne sais pas, à vérifier. Ce qui est génial dans ce tableau, lapsus révélateur, dans ce Ouais. roman, c'est que c'est un roman de formation, on pourrait dire, avec un narrateur un peu absent, comme chez Proust, le petit Marcel, sauf qu'il Mhm. est de la classe ouvrière et qui va faire la guerre d'Espagne et qui va lutter contre le nazisme et tout ça. Mais ce n'est pas tellement le côté moral, même s'il y a plein de débats esthétiques qui sont vraiment intéressants dans le roman, mais c'est qu'à différents moments, ce personnage qu'on ne connaît pas, qui n'est jamais décrit, va au musée. Et quand il va au musée, dans les différentes villes où il tombe dans les tableaux ou dans les sculptures parfois, mais plutôt dans les tableaux. On tombe plus dans un tableau que dans une sculpture. Et en fait, ces espaces deviennent complètement réels. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, il va au Louvre, quand il est rapatrié
de l'Espagne, Franco ayant gagné. Il se retrouve à Paris et il va au Louvre et il regarde le radeau de la Méduse et sans transition, il a de l'eau jusqu'à la taille parce que Ah oui. Peter Weiss, qui est un auteur de théâtre, normalement de théâtre documentaire, donc quelqu'un qui Mhm. est très très renseigné sur les choses, se rend compte que sur un radeau comme celui de la Méduse, si on est à temps dessus, on a de l'eau jusqu'à la taille. Et donc, du coup, comment dire, les choses moi, que je connaissais, parce que c'est des œuvres assez connues chez Peter Weiss, sont d'un coup transfigurées comme si c'était des scènes de théâtre et comme si tout ce qui était inscrit sur le tableau était d'un coup réel, en fait, était d'un coup une expérience. Il y a aussi un moment, un passage sur Guernica de Picasso. On est dans Guernica et en même temps, on est dans le tableau de Picasso. Et sur le plan de la littérature, Ah sur le oui, c'est plan intéressant. de l'écriture, c'est complètement étrange et très beau. Et un peu Alors, matérialiste. Hein. Il y a quelque chose de très communiste dans le roman. C'est-à-dire que c'est une appréhension matérialiste de ses œuvres idéales, quoi. et alors, je t'ai demandé un livre sur l'art qui t'a influencé. Et là, tu m'as parlé de Georges Braque, de Karl Einstein. Alors, je connais pas du tout ce livre. Moi, je vous conseille les écrits de Georges Braque qui sont super. C'est sorti dans un livre qui s'appelle Le jour et la nuit, c'est très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ce livre Alors, le Georges Braque de Karlenstein, Ouais. c'était un peu aussi lié à ce qui était plus haut. Karlenstein, c'est un auteur, c'est un historien de l'art anarchiste allemand, qui est parti faire la guerre en Espagne, justement, contre les troupes hitlériennes, contre Franco. Et en même temps, il écrivait de l'histoire de l'art et il a écrit dans les derniers mois de sa vie, en gros, pas derniers mois, mais dernières années de sa vie, quoi, Hmm. plutôt vers la fin. Il est mort en 1940. Et il a écrit un livre sur Georges Braque, hyper intéressant parce qu'il pose la question de qu'est-ce que c'est que le cubisme et de qu'est-ce que c'est que Georges Braque, mais j'irais dans le sens, en fait c'est très simple pour lui, si jamais c'est juste un style, le cubisme, si jamais c'est qu'un agencement de forme, Hmm. c'est quelque chose de purement décoratif et de purement ornemental et c'est pas si intéressant que ça. Si jamais c'est une conception du monde, ça me rappelle la discussion qu'on a eu un petit peu à Perpignan, si jamais c'est une conception du monde, dans ce cas-là, il faut aller faire la révolution et il faut aller mourir contre Hitler, quoi. Et là, je le dis de manière un peu dramatique, mais il essaye de faire une pensée du cubisme qui soit une révolution psychique et qui soit un tout autre rapport à l'espace et un tout autre rapport au sens. Et alors, c'est un bouquin qui est fou, il y a du Nietzsche dedans, il y a plein de choses. C'est un bouquin incroyable. Et il dit, notamment pour donner un petit truc, moi qui m'avait frappé, je l'avais lu quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts, il dit par exemple que le cubisme est une peinture bisexuelle. Et c'est assez intéressant parce qu'il parle de la bisexualité du cubisme, mais vraiment comme un concept sérieux d'historien de l'art. C'est un vrai historien de l'art en même temps. Hmm. Et il parle aussi de cette forme qui s'invente au moment de la modernité, qui est un tableau qui est à la fois, comment dire, avec une intériorité, avec quelque chose où on regarde à l'intérieur, et en même temps une extériorité, qui sont des volumes qui vont contre la rétine et qui sortent en fait du tableau. Et c'est super intéressant parce que c'est une espèce d'idée de dire que, en fait, que la révolution cubiste est quelque chose comme une espèce d'inquiétude, on pourrait dire, jamais refermée de la peinture. C'est-à-dire que la peinture ne peut pas revenir à son état précédent. Et donc, et en même temps, elle ne peut pas totalement devenir de la sculpture. Donc, elle reste dans une espèce de situation inquiète et dans une espèce de situation où elle est entre l'objet qui est présent dans l'architecture, je sais pas, du lieu d'exposition et la condition onirique, la représentation, l'espace simulé qui nous emmène ailleurs, en fait. Et toi, tu regardes Georges Braque encore ou pas hein? Ah, complètement, ouais. Ah, c'est oui, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est un peu au purgatoire. Il est pas très regardé. Hein, toi. J'ai pas l'impression que beaucoup de gens le regardent aujourd'hui. Oui, 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 oui. Bah, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles certaines choses sont au purgatoire. Je ne vais pas me mettre à défendre vie ou etc. de ces gens-là. Hmm. Mais par contre, les formes en elles-mêmes Ouais, ça te m'intéressent. parle. Oui. C'est-à-dire que je pense que euh, Bah, même des c'est contrastes de texture, des choses comme ça pour le coup, ça ressemble à. C'est pas loin de ta peinture aussi.
Et je pense que, voilà, quels qu'en soient les Enfin, tu peux auteurs pas encore avec du sable. Ouais. ou le manque d'autrices Ouais. aussi, euh, on perdrait trop à ne pas penser certaines choses qui se sont passées au XXe siècle, en fait. Quelle qu'en soit, je dirais, la condition des gens qui les ont fait, en fait. C'est-à-dire que, mais ça, c'est lié à l'anarchisme aussi. Hmm. C'est-à-dire que, quelque part, les œuvres, elles ne sont jamais celles de leur auteur, elles sont toujours celles de leur époque. Elles sont toujours le fruit de leur époque. Et donc, je pense que, bien sûr, il y a quelqu'un qui les assemble, en l'occurrence Georges Braque, Hmm. dans ce cas-là, mais le cubisme n'est pas que Braque, Picasso et Juan Gris, c'est des gens qui les ont suivis. Et André Lotte. Et oui, tout à fait. C'est le début du XXe siècle, en fait. Hmm. C'est la modernité, le cubisme. Et donc, du coup, il faut aussi voir tout ce que ça emprunte au train, tout ce que ça emprunte au déplacement, tout ce que, enfin, À voilà, la, tout à la ça, relativité générale aussi, oui, voilà, d'Einstein. Ouais, bien Einstein. sûr. Ouais. C'est-à-dire que c'est tout ça qui se passe dans le cubisme. Et donc, cette formalisation-là, on en a besoin. Hmm. Faut la penser. Alors, je suis désolé, mais on est déjà super en retard. Donc, je suis Oh obligé là d'aller là, très, très vite. On va aller encore plus vite maintenant, parce qu'on parlait de notre époque. Donc, on parlait d'autres époques. Maintenant, on parle de notre époque, parce que je t'ai demandé un peintre contemporain que tu aimais. Et tu m'as proposé un tableau de Kerry James Marshall qui s'appelle The Lost Boy, voilà, qui date de 93. Est-ce que tu peux nous en dire vraiment un petit mot? Pas, parce qu'on n'a pas trop le temps, bon, malheureusement. dommage, l'histoire très longue, mais pour moi, c'est Ouais, un des plus grands peintres vivants. Je trouve que c'est génial, Kerry James Marshall. Et en fait, il y a un truc, je vais essayer de le dire trop rapidement, bah vas-y. mais c'est un tableau qui a été fait. En fait, il y a deux enfants qui sont dans une forme bleue, un peu comme dans un manège. Et en fait, quand on regarde de très près, ces enfants ont des dates qui sont les dates de leur décès. Et c'est des enfants qui sont morts dans des. Donc, c'est un tableau de 93 et dans des affrontements de gangs aux États-Unis. Et en fait, ce que je trouve de très puissant dans le geste de Kerry James Marshall, qui est un peintre afro-américain, c'est qu'il va figurer ces enfants. Ce n'est pas des portraits, je doute qu'ils ressemblaient à ça, je doute même qu'il les ait vus, mais il va les installer dans l'espace de la peinture, un peu comme des questions et un peu comme des figures iconiques aussi. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont à la fois morts et qui sont à la fois morts à cause voilà, de ce qui se passe aux États-Unis, de la violence raciale aux États-Unis et en même temps, ils sont et de la misère. Et en même temps, ils sont installés dans le temps de la peinture éternellement, comme des figures de la Renaissance. C'est-à-dire que si Kerry James Marshall réussit son coup, dans 500 ans, on a encore la mémoire de ses enfants, en fait, avec leur Hmm. date de décès. Ce geste-là, je le dis trop vite, mais super intéressant. Et ça dit aussi que les choses sont vivantes et mortes en peinture. Super. Ah, c'était vachement intéressant. Bah, malheureusement, on peut pas, on est obligé de passer vite. Et donc, je t'ai demandé un peintre contemporain français que tu aimais. Et là, tu m'as parlé d'Yves Bélanger, qui est un peintre qui peint avec toujours le même format et qui est un format dont tu as parlé tout à l'heure, 240 sur 240. Ça m'a amusé. Alors, ouais, pour pas Voilà. faire de mystère, Yves Bélanger a été mon professeur quand j'étais aux Beaux-Arts de Lyon et ensuite c'est devenu mon ami. C'est un peintre que je respecte énormément. Et en fait, cette histoire de la multiplicité des choses et de l'hétérogénéité dans le champ du tableau, voilà, ça fait partie des choses avec lesquelles moi j'ai commencé à travailler. Et donc dans ce tableau-là, Biker Wall, 3, il y a, par exemple, je ne sais pas, regarder la façon dont se développe l'immeuble. A priori, c'est très photographique et les plans de nature surtout, le lierre, Ouais. les plantes végétaux. En fait, il y a quelque chose moi que je trouve d'hyper beau, en dehors du sujet aussi. C'est simplement des logements sociaux avec des gens qui vivent dedans et il y a quelque chose d'anti-dramatique dans le sujet là pour le Ouais, coup. parce qu'il peint les grands ensembles construits dans les années 50-70. Voilà, c'est un peu, souvent c'est ça, ces thématiques. Voilà, c'est ça. Et c'est Mm. état d'usage, c'est comme ils sont maintenant, comme les gens y vivent. Et en même temps, dans ces tableaux, il y a à la fois quelque chose de très programmatique, parce qu'il peint que ça, il peint que ces immeubles à travers le monde. Et en même temps, il y a quelque chose d'anti-programmatique, parce que chaque chose dans le tableau existe pour elle-même. Et en fait, c'est quelque chose, il faut être devant un tableau de Bélanger pour le comprendre. Et là, du coup, ça reprend toute l'histoire Ouais. avec Courbet et tout ça. C'est-à-dire qu'un arbre est un arbre. Une feuille est une feuille, une brique est une brique, une fenêtre est une fenêtre. C'est-à-dire que dans cet espace qui a l'air très réglé et très photoréaliste, en fait, chaque Mm. chose
existe pour elle-même et chaque chose est immanente, en fait. Chaque chose est là. Donc, le tableau est à la fois construit et éclaté. Oui, Et puis tout est en vrai, évident. il n'y a pas vraiment de. Quand on dit photoréaliste, c'est pas si photoréaliste que ça, parce qu'il y a quand même une touche assez humaine, enfin, il a une manière assez simple. On sent pas il est pas rigide, quoi. C'est ça que je veux dire. Et c'est même Ouais, anti-photoréaliste. voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'anarchie de la vie à l'intérieur du tableau, en fait. Voilà. Il y a des matières très différentes, il y a plein de choses. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, je suis désolé, on est super en retard. Donc, on va passer sur ton actu, parce que tu as des programmes, mais on en parlera une autre fois. Et par contre, j'aimerais bien, si je peux demander à notre réalisateur Nils s'il y a 2-3 questions qui sont passées sur le chat. Oui, très bien. Première question, qu'est-ce qu'apporte le grand format, pardon, la peinture dans votre rapport qu'est-ce qu'apporte voilà, le grand format, la peinture, dans votre rapport à une image, disons, plus illustrative? Donc, Euh, tension, illustration et peinture, quoi. Voilà. Qu'est-ce que ouais, ça bah, ouais. là, c'est tout ce qui se joue effectivement. Le grand Alors, faut voir les format. tableaux en vrai. Hein. Ouais. C'est Ouais, aussi voilà, ça. c'est qu'il faut Ouais. voir les tableaux en vrai. Après ça, le grand format, justement, ça me permet d'être, comme je le disais plus tôt, les choses sont souvent à échelle réelle. Donc, en fait, quand on miniaturise l'image en photographie, ça devient effectivement comme une, ouais, je sais pas comment dire, comme une illustration. Mmh. Mais en fait, quand les choses sont à échelle réelle, bah, le grand format me permet de travailler les matières de manière à ce qu'elles existent. C'est-à-dire que c'est quasiment, parfois ma peinture a quelque chose presque un peu du bas-relief, c'est-à-dire que les choses épousent la surface du tableau. Il y a très peu de flou. Je fais des tableaux où il n'y a pas de flou, moi. Et Ouais, c'est donc, même en trop fait, net. Ouais. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est quasiment comme des bas-reliefs. C'est-à-dire que, ouais, voilà, c'est ça. Une autre question, Nils? Oui, votre travail me semble politique. Pensez-vous que votre travail peut impacter la société? Wow. Ouais, faut être modeste. Non, après ça, moi, je crois, c'est compliqué. En tout cas, je ne vais pas du tout me mettre un costume de Zorro de la politique du tout. Par contre, je crois beaucoup. Moi, il y a des gens qui n'aiment pas les musées. Moi, j'adore ça. Et je vois beaucoup. Euh, Ça va sembler très énorme dit comme ça, mais Surtout que je la vois police beaucoup arrive. Ouais. une histoire de l'humanité dans les tableaux et une Mmh. histoire de ce qui est humain dans l'histoire de l'humanité. L'histoire, elle est faite de violence, elle est faite d'exploitation, elle est faite de carnage et tout ça. Les peintures ne sont pas tout à fait exemptes de ça. Elles se font dans des rapports de pouvoir et parfois elles ont des auteurs ou des autrices, plutôt des auteurs dans ce cas-là, qui l'ont transporté avec eux. Mais il n'empêche que les œuvres, et en tout cas les œuvres vraiment belles, celles que j'aime, parlent aussi d'une histoire de la liberté, d'une histoire de l'humanité, d'une histoire de la sensibilité, qui n'est pas réductible à ça. Et donc, du coup, pour répondre à la question, pour moi, il y a quand même dans l'art quelque chose de politique, mais qui n'est pas de l'ordre d'un programme idéologique, mais qui est de l'ordre d'une histoire du sensible, des formes sensibles, des choses petites. Et par exemple, reconnaître les affects, je pense à ça par rapport aux casseurs de pierre, c'est de se reconnaître ou de reconnaître les affects de ce que c'est que ce travail laborieux à travers le temps. C'est aussi ce qu'on peut retrouver dans tes tableaux. Enfin, moi, ce qui m'avait beaucoup ému dans tes premiers tableaux d'usine, c'était vraiment le fait que tu les reconnaisses, en fait, aussi bêtement que ça. Oui, Que tu dises que ça existe. bah, c'est un peu. Les objets d'Amazon ne viennent pas de nulle part, quoi. Il y a une origine. Ouais. C'est ça, et c'est un petit peu Mm. aussi l'histoire de ce tableau que je trouve, j'en ai parlé trop vite, mais super touchante, Kerry James Marshall, Mm. c'est que ça parle de choses qui sont euh, un enfant, enfin des choses fragiles en fait, Mm. et ça, enfin, la peinture est parfois super belle quand elle est capable de douceur sur des choses très compliquées. Au moins parler de ça, tu vois. Et donc, du coup, voilà, dans l'art, il y a tout un tas de qualités qui n'ont aucune valeur en politique, qui Mm. deviennent politiques. Super. Une petite dernière question, Nils. Dernière question, oui. Avez-vous pensé au collage comme une œuvre finie? Oui, j'ai fait. Il va nous les vendre. Non, j'ai fait le test. En fait, je les garde, moi, un petit peu comme des archives, en fait, en vrai.
Bah, ça a une valeur. Pour moi, c'est des trucs qui sont excitants, les collages. J'ai jamais travaillé, par exemple, si j'ai essayé de le faire, mais j'ai jamais été convaincu de travailler sur Photoshop et tout ça, de faire des collages Hmm. numériques. Ça m'intéresse pas, ça m'excite pas, ça vit pas. Et donc, du coup, ouais, alors j'ai un peu oublié la question, mais les Les collages, collages, est-ce que tu es prêt à les montrer ou des voilà. je peux les montrer à des amis, en tout cas, je pourrais les Même en montrer. expo. Voilà, il y a rien de dogmatique, je pourrais les montrer dans une expo, mais souvent ils ont valeur pour moi de charge plastique. C'est-à-dire que, par exemple, je vais coller un bout de papier que j'ai trouvé, je vais faire un petit dessin dessus, et ça va charger, ça va emmagasiner la peinture à venir de l'histoire de ce petit bout de papier. Moi, à un moment, je m'étais même dit, mes tableaux, c'est des vides-poches, en fait. C'est-à-dire tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai de compliqué, comme on a des choses dans les poches, je les mets sur le tableau Hmm. et ça fait un collage. C'est presque toujours un collage. Et là, pour une dernière question pour finir, tu nous as parlé du fait que tu faisais des petites maquettes pour faire des tableaux maintenant, donc là pour ta forêt. Et est-ce que toi, tu serais prêt à faire des sculptures ou ou présenter ces maquettes-là comme des objets à part entière ou pas encore totalement Pas encore. Pas encore, Non, hein. je sais pas trop. La sculpture, ça reste une terra Ouais. incognita pour moi. Par contre, les Parce que petites tu as, un rapport au volume quand même. Donc, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, alors, je sais pas, je demanderai à des amis. Moi, je demande toujours à des amis pour savoir ce qu'il faut que je fasse dans la vie. Mais non, ça commence à devenir quelque chose, ces petits collages. J'ai aucune idée de sculpture, ça, je saurais pas faire. Mais Hmm. par contre, pour eux-mêmes, ils m'intéressent, mais ils seraient jamais présentés avec la peinture en question. C'est-à-dire, soit ils seraient Bien autonomes, sûr. Non, mais l'idée, ils c'est que ça seraient devienne pas prêts, indépendant. Ouais, bien sûr. et il y aurait d'autres tableaux qui raconteraient d'autres histoires. Voilà, c'est ça. Super. Bah, merci beaucoup, Laurent. Merci, désolé d'avoir été bavard et puis Non, non, c'était voilà à super, tout c'était le super monde. intéressant. Puis c'est toujours, c'est un vrai mystère des peintres qui sont aussi bavards. C'est toujours le cas, t'inquiète pas. Et c'était assez amusant de voir comme ça sortir comme des paquets cadeaux de tes images, des tonnes d'idées. C'était vraiment très intéressant. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine à une heure un peu particulière, puisque ça sera 15 heures avec le peintre Eric Korn. Ça sera 15 heures parce que moi, je fais une conférence à 17h30 à la Verrière qui est sous l'Office du tourisme de la ville de Villard-de-Lans. Voilà, si vous voulez venir, c'est à 17h30, c'est gratuit. Je vais faire une conférence qui s'appelle Habité par la peinture. Voilà. Et puis, comme il est passé 19h, je vous souhaite à tous une joyeuse Jean-Guil. Voilà, pour ceux qui comprennent. Et bonne soirée. Merci beaucoup à Nils. Merci à tous d'avoir regardé ça sur Twitch et bonne soirée. Merci.